prévu donc, de vous parler justement des séparations parentales. Alors, je vais vous dire le plan que j'ai prévu. Après, je peux parler un peu dans le désordre. Vous savez, il m'arrive de faire beaucoup de digressions. J'ai prévu pour chaque sujet de vous faire des illustrations à partir de cas cliniques. J'ai même amené le rendu d'une décision dans une histoire un peu compliquée que j'ai eue hier par ma patiente, avant-hier, non, on est dimanche, oui, j'ai eu il y a 2 jours, d'une décision qui a été prise par un juge et qui me paraît très intéressante, très bien formulée pour expliquer la problématique justement par rapport aux enfants dans les séparations. Alors, aujourd'hui, donc, on va faire une sorte de lecture clinique des séparations conflictuelles, en insistant pour bien séparer conflit et violence, pour éclairer l'impact de ces séparations sur les enfants, et essayer de penser ensemble qu'est-ce que la qualité parentale, comment des juges ou des intervenants peuvent repérer ce qu'est la qualité parentale. Donc, en début, je vais essayer de vous parler du changement des couples déjà, des conflits et des violences à partir d'un cas assez typique de la difficulté qu'il y a à repérer ce qui est l'un et ce qui est l'autre. Ensuite, on va parler de l'emprise et du contrôle coercitif à partir d'un cas, là aussi, encore les cas que je vais vous raconter, c'est jamais un cas précis, parce que je ne peux pas entrer dans le détail, mais c'est une illustration d'une difficulté par rapport à certaines situations. Ensuite, je vais essayer de parler de l'enfant au cœur du conflit, avec une question que je vais amener. Un parent violent peut-il être un bon parent? Et là, j'ai une illustration là aussi, assez brève. Ensuite, les comportements toxiques de certains parents à repérer, en essayant de parler brièvement des conflits sévères de séparation. Et ensuite, je finirai, avant qu'on discute, qu'on débatte ensemble, sur les ruptures de liens, en particulier l'utilisation un peu à toutes les sauces, de même qu'on parle un petit peu à toutes les sauces de l'emprise maintenant, c'est devenu un terme qu'on généralise. Pour les enfants, on va parler de conflit de loyauté d'une façon un peu trop générale. Et ensuite, je vous laisserai de la place pour débattre. Alors, comment j'ai été amenée à parler de tout ça? Je travaille effectivement, comme Maud vous l'a dit, je travaille sur les violences psychologiques depuis longtemps, c'est-à-dire depuis les années 80, où on parlait avant tout des femmes battues. J'avais même eu l'occasion de rencontrer Leonore Walker, l'américaine qui avait décrit le syndrome des femmes battues. Et moi, dès les années 80 et 90, je disais non, si on veut faire de la prévention, il faut intervenir beaucoup plus tôt et repérer la violence psychologique. Finalement, j'ai réussi à en parler d'abord par le biais du harcèlement moral, ensuite par le biais qui m'intéressait beaucoup sur les femmes sous emprise, le livre Femmes sous emprise. Et là, je continue parce que, au fond, notre société a changé. Il y a eu un changement depuis ces années où je travaillais sur ces sujets. Il y a eu un changement des couples et des familles. Alors, changement des couples, très clairement, on se met en couple de plus en plus tard parce qu'on s'aime. On se marie moins, on se paxe même moins. On se met en couple et puis on légalise pour des raisons fiscales, mais comme la fiscalité a changé, parce que au fond
tout au fur et à mesure, la justice s'est adaptée au changement de la société, sauf que ce mouvement-là n'est pas linéaire et conforme en fonction des différentes couches de la société, et toutes les personnes n'intègrent pas cette évolution de la même façon. Donc je disais on se marie moins, dans les chiffres que j'avais, parce que en plus ça évolue tellement que même l'INSEE est en retard, donc ne donne des chiffres que plusieurs années après. En tous les cas, en 2022, 63% des enfants étaient nés en dehors du mariage, de Pacs, etc. Ce qui est beaucoup. Au moins pour le premier enfant. Généralement, on régularise après. Mais le vrai changement, il y a deux vrais changements. C'est que l'enfant est surinvesti maintenant. Au fond, on se met en couple parce qu'on a un enfant au moins au deuxième. Mais les enfants donc arrivent beaucoup plus tard. On fait moins d'enfants, donc l'enfant est surinvesti. Et on est dans une société narcissique où on se valorise à travers l'enfant. Et c'est très clair par rapport au père. Maintenant, à la sortie des écoles, on voit des pères avec la poussette, l'enfant porté en kangourou. Les pères se sont intéressés aux enfants. Et ce changement-là, on va le voir que c'est quand même quelque chose qui amène souvent des conflits au moment des séparations. Alors, les séparations sont beaucoup plus fréquentes et le risque majeur, il est au bout de 5 ans de couple. Et ce risque-là, il se fait avec des enfants donc de plus en plus jeunes. Alors, autrefois, le divorce était centré sur la faute. Les conflits étaient centrés sur qui a trompé qui ou qui est parti. Maintenant, le conflit est focalisé sur le lieu de résidence de l'enfant. Alors autrefois, les juges privilégiaient la stabilité de vie pour l'enfant en confiant l'enfant à la mère. Ça, c'est toute l'évolution par rapport, mais on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails là-dessus, mais c'est toute l'évolution par rapport, au fond, la théorie de l'attachement. Autrefois, on considérait qu'un enfant avait essentiellement besoin de sa mère. Mais ça a beaucoup changé. Maintenant, on considère que l'enfant a aussi besoin de son père. Mais alors, quand dans le système ancien, on privilégiait la stabilité de vie, on confiait l'enfant au père, à la mère, avec un droit de visite pour le père, ce qu'on appelle la garde classique, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Dans ces cas-là, 50%, ça on a des chiffres, des pères perdaient le lien avec les enfants. Maintenant, on privilégie le maintien des liens avec les deux parents, d'où le questionnement, je vous ai dit, on allait voir, est-ce qu'un père violent peut être un père, un bon père? Eh bien, il n'y a pas si longtemps, dans une audition à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si je l'ai apporté là, il y avait, dans les débats qu'il y a eu, il était dit qu'un père violent a été suggéré qu'un père violent ne devait même pas voir ses enfants, que la maintien du lien n'était pas forcément une bonne chose. Ça peut faire partie du débat, mais c'est pour ça que je vous apporte des cas cliniques pour illustrer tout ça. Alors, je précise que avec ce changement de la société, moi, ce que j'ai vu essentiellement, c'est l'évolution des femmes qui ont pris beaucoup d'autonomie, qui travaillent, ce sont souvent, très souvent, les femmes qui demandent la séparation.
Et les pères, les hommes, s'arrangent plutôt d'une relation de couple même pas très satisfaisante, mais avec les enfants à la maison. Et donc c'est moins souvent les pères qui demandent la séparation, sauf s'ils ont rencontré quelqu'un d'autre. Donc l'autorité parentale conjointe, ça date de 87, mais l'autorité parentale conjointe, c'est pas facile déjà dans le couple, mais avec des parents séparés, l'autorité parentale conjointe, ça devient souvent compliqué et source de conflits. La résidence partagée est possible depuis 2002. Alors là, il faut quand même dire une chose. Beaucoup de pères se plaignent, voudraient une résidence partagée. J'ai droit à mon enfant autant que la mère. Sauf que ça amène aussi des modalités pratiques. À Paris, par exemple, où les logements sont très chers, avoir 2 logements qui peuvent permettre de recevoir des enfants, c'est souvent pas possible. Ça dépend aussi des activités professionnelles. On va voir que beaucoup de pères ne peuvent pas vraiment professionnellement se permettre une aussi grande disponibilité, parce que notre société, là aussi, n'a pas suffisamment évolué, et les mères d'elles-mêmes, beaucoup de mères, choisissent de travailler moins pour mieux s'occuper des enfants. Ça vient au moment de la grossesse, dans le congé maternité. Il y a peu de pères qui prennent des congés parentaux ou des congés pour s'occuper des enfants, parce que c'est pas rentable très souvent, puisque quand même, comme les pères, généralement les hommes gagnent plus d'argent que les femmes, pas toujours, mais enfin c'est toujours comme ça, eh bien on privilégie un système qui permet le plus rentable possible, le mieux possible. Alors, donc ce mouvement vers plus d'égalité entre les pères et les mères, c'est source de beaucoup de turbulences et de conflits au moment des séparations. Alors, je vais sortir ma montre parce que sinon je sens que je vais me perdre. Alors, au moment des séparations, on parle beaucoup des conflits, et j'entends souvent que dans les décisions juridiques, les décisions judiciaires, j'entends souvent conflit de séparation. Or, une séparation se fait rarement sans conflit. Donc, un conflit, c'est normal. Je veux dire, si je m'entends merveilleusement avec mon conjoint, je ne vais pas, dans une séparation, ça ne va pas être complètement idéal. Forcément, il y a des tas de points de conflit. Donc, on ne distingue pas bien conflit et violence, parce qu'un conflit, ça peut être bruyant. Un conflit, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression d'une opposition ou d'un désaccord sur un sujet précis ou sur plusieurs sujets de personnes qui sont quand même sur un pied d'égalité. Alors on s'engueule dans les séparations. Chacun peut donner son point de vue et on peut hausser le ton. Dans une violence, l'enjeu, c'est pas d'avoir raison sur un sujet, toi tu dis que, moi je suis pas d'accord, etc. La violence, c'est pas ça. Dans la violence, il y en a un qui domine, qui a forcément raison, et l'autre qui n'a pas la place pour s'exprimer, ou même contester. Le problème, c'est que dans beaucoup de couples, on a peur du conflit. Alors on ne dit pas les choses qui fâchent. Or, il est normal de faire des reproches dans un couple. Et c'est ce qui permet d'avancer, et c'est ce qui permet que le couple évolue.
Mais quand on ne dit rien dans un couple, eh bien, tout ce qui n'a pas été dit dans le couple va exploser au moment de la séparation. Mais comme en général on n'ose pas le faire, ça va se faire à travers les avocats. C'est-à-dire, on va prendre un avocat qui va s'exprimer à la place donc de son client pour dire tout ce qui ne va pas. Or, les avocats, très souvent, vont essayer de défendre leur client et pour ça, montrer que son client a raison et que l'autre parent, on va essayer de pointer les dysfonctionnements de l'autre parent. Alors, dans une séparation, il faut se dire qu'une séparation, c'est toujours quelque chose de très, très difficile, émouvant. C'est beaucoup d'émotions, parce que ça vient réactiver toutes nos fragilités, ça vient mettre à mal notre narcissisme, ça vient réactiver nos traumatismes antérieurs, en particulier si on a eu des parents séparés. On voit beaucoup de situations où l'un bloque parce que je ne veux pas imposer ça à mes enfants, parce que quand mes parents se sont séparés, eh bien, j'ai tellement souffert que je ne veux pas imposer ça à mes enfants. Donc on bloque. Et au fond, on relie le passé, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été réglé dans le couple va ressortir à ce moment-là. Et puis, une séparation, c'est beaucoup d'émotions aussi, parce que c'est beaucoup de soucis matériels. Beaucoup de soucis matériels, c'est trouver un logement. Alors, je disais Paris, mais c'est pareil dans d'autres villes. Trouver un logement, financer ce logement, changer d'école pour les enfants, qu'est-ce que ça va imposer? Alors, trouver un logement... ça dépend des âges des enfants, mais ça on pourra en reparler. Trouver un logement qui ne soit pas trop loin de là où est l'autre parent, ou pas très loin du travail, etc. Et donc tout ça, ça va amener des conflits, avec toujours cette histoire que quand même le financier a beaucoup d'importance quand même dans les séparations. Parce qu'on a vu, on commence à le reconnaître, que dans le quotidien d'un couple, très souvent les hommes gèrent encore l'argent. Parce qu'ils gèrent l'argent, c'est eux qui paient les crédits, qui financent les grosses dépenses. Et beaucoup de femmes, beaucoup de mères, paie le quotidien. Le quotidien, c'est les petites courses, le marché où on paie en espèces, les vêtements des enfants, les jouets des enfants, la babysitter, toutes ces choses-là. Et ça, c'est pas pris en compte. Et donc, tous ces conflits-là, qui devraient être un peu pris en compte, que les avocats commencent à repérer, eh bien, c'est source de difficultés au moment des séparations. Alors, je vais vous prendre un exemple. Alors, une dame que j'appelle Madame A. Madame A est venue me voir alors qu'elle est déjà en procédure. C'est un couple, ils ont été ensemble pendant 10 ans et ça se passait bien dans leur couple jusqu'au confinement où ils ont eu un premier enfant avant le confinement, puis un deuxième juste au début du confinement, avec une grossesse difficile et Madame a fait ce qu'on appelle une dépression du postpartum, où elle a eu des symptômes variés. Alors à ce moment-là, le père s'est arrêté de travailler pour s'occuper de son fils aîné. Il a pris un congé parental d'éducation, comme m'a dit à la mère, oui, mais il était rémunéré pour ça. Puisqu'il n'a pas perdu son salaire, là où il travaillait, ça ne posait pas de problème. Bon, je précise, c'était confinement. Hein.
Alors, pour expliquer un peu comment fonctionnent ces personnes, ils sont de la même religion, même milieu social, mais la famille de monsieur a beaucoup plus d'argent que la famille de madame. Par contre, madame a fait beaucoup plus d'études. Monsieur est bac plus 3 ou 4, je ne sais pas. Et madame a fait des études beaucoup plus brillantes. Monsieur est très fusionnel avec sa mère, avec un père effacé. Et alors, ils ont acheté ensemble un appartement avant le confinement. Ils avaient acheté un appartement sur plan. Et lui, à 70% de cet appartement, parce que sa famille lui avait apporté de l'argent, et elle n'a que 30%. Alors, pourquoi la séparation? La séparation s'est faite sur des histoires d'organisation par rapport aux enfants. Des histoires d'argent aussi. Ça n'allait pas très bien entre eux à partir de ce moment-là où elle a trouvé qu'il était trop contrôlant. Alors un jour il y a eu des disputes avec beaucoup de cris, la police est venue, les voisins ont appelé la police est venue, monsieur a été mis en garde à vue 24 heures et il y a eu une plainte qui a été classée sans suite. Il n'y a pas eu d'ordonnance de protection, mais madame avait très très peur. Elle est allée voir une association et elle a quitté le domicile avec les enfants pour aller chez ses parents. Et elle a contacté une association et un avocat donc pour obtenir un logement. Voilà. Et la psychologue de l'association et son avocate ont conseillé que ce logement soit pas à côté de chez monsieur parce que monsieur était inquiétant. Alors il y a eu le JAF, le juge des affaires familiales, qui est intervenu pour des mesures provisoires. Le juge n'a pas parlé de violence, mais de conflits exacerbés. Au moment de ces mesures provisoires, chacun des avocats a demandé la garde principale. Alors je précise, le premier enfant avait déjà 6 ans et le deuxième, on va dire 2 ans. Donc, qu'est-ce qui se passait là? Il y avait beaucoup de méfiance de la part de madame, qui considère que monsieur était un pervers narcissique, qu'il était procédurier, et l'avocat de monsieur considérait que madame était excessive, un peu hystérique, et surtout qu'elle avait des troubles anxieux, ce qui était vrai pendant un moment, puisqu'elle a été suivie pour des troubles anxieux et une dépression du postpartum. Alors, étant donné l'âge des enfants, la résidence a été confiée à la mère, avec le père un week-end sur 2 et le mardi soir au mercredi, enfin le mercredi jusqu'à 19h. Alors, moi j'ai reçu uniquement madame qui était particulièrement anxieuse et qui me décrivait monsieur comme quelqu'un d'extrêmement inquiétant. Elle avait peur qu'il manipule les enfants. Elle se disait, mon avocate m'a dit qu'il allait réclamer une résidence partagée et qu'il fallait donc montrer attaquer tout de suite pour qu'il n'obtienne pas une résidence partagée. Alors, moi, depuis le moment où je l'ai reçue, j'ai essayé d'apaiser cette dame, d'apaiser en lui disant « Ok, pour le moment, votre fille, la petite, elle n'a que 2 ans, elle est mieux avec vous, monsieur ne conteste pas ça. Un jour, il voudra une résidence partagée, mais
pourquoi pas? Alors on a essayé de discuter comment il est avec les enfants, etc. Il est possessif, sa mère est possessive, etc. La psychologue de... Alors oui, ils ont commencé à fonctionner comme ça, et à chaque fois que les enfants rentraient, ou plus exactement le petit garçon qui était donc plus grand, rentrait d'un week-end chez le père, et il critiquait maman. Alors j'ai essayé, il critiquait, chez toi c'est moche, moi je veux pas être, c'est mieux là où on était avant. Parce que j'ai oublié de dire que monsieur est resté dans l'appartement d'avant, puisqu'il va racheter sa part. Et donc les enfants critiquaient là où est madame, parce que madame est partie loin, dans un quartier qui l'inquiète, elle, un quartier qui ne lui plaît pas, un quartier difficile, et elle regrette d'être dans un quartier qui ne lui plaît pas, et un quartier inquiétant pour les enfants, et voudrait changer les enfants d'école, et voudrait quand même, regrette l'endroit où ils étaient avant. Ce qui était donc la décision de la psychologue, qu'il faut ne pas être trop loin, il faut être loin pour que monsieur ne réclame pas trop les enfants. Alors, donc le petit, quand il rentre, il dit bah, c'est moche, c'était mieux avant, chez papa c'est mieux. Alors je précise que quand ils sont partis en vacances, les parents de monsieur ont une maison dans le Midi avec piscine, et que quand même c'est beaucoup mieux dans la famille de papa. Alors que la famille de madame est très pauvre et un peu difficile, on va dire. Et que je précise, si elle est comme ça, c'est qu'elle a vécu une enfance pas facile avec ses parents. Alors à ce moment-là, la psychologue de l'association qu'elle avait vue, quand madame a dit « il essaie de monter les enfants contre moi », la psychologue de l'association a parlé de violence, parce qu'il essayait d'instrumentaliser, en l'occurrence le petit garçon, parce qu'elle avait peur que les enfants, ma patiente avait peur que les enfants, que le père retourne les enfants contre elle. Et la psychologue de l'association a parlé à ce moment-là de faire un signalement. Et ma patiente est venue me voir en urgence en me disant « mais je veux pas de ça, parce que s'il y a un signalement, on va me retirer mes enfants. » Je lui dis « mais c'est pas comme ça que ça se passe, il va y avoir une enquête, etc. Ne vous inquiétez pas. » Donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps à calmer cette dame pour qu'elle ne parle pas trop d'une violence exacerbée ou de contrôle, parce que monsieur est un peu contrôlant, comme beaucoup d'hommes, hein, il a raison, il domine, et je précise que c'est ma patiente est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, en raison de son histoire familiale, et donc elle est fragile. Alors le problème, c'est le problème de logement. Madame est partie en urgence dans un quartier qui ne lui plaît pas, voudrait se rapprocher du quartier où elle était avant, mais n'a pas de logement. Et pour avoir un logement dans certaines régions, dans banlieues parisiennes, eh bien, il vaut mieux avoir un dossier de violence conjugale. Parce qu'elle s'est rendue compte que si elle ne jouait pas cette carte-là, elle n'arriverait pas à avoir de logement parce que c'est compliqué. Alors là, elle est en train un peu de changer d'avis en disant quand il m'aura racheté les parts, peut-être que je pourrais bouger un peu les choses. Alors, très clairement, on est dans une situation où l'avocat de madame joue la carte de la violence conjugale, j'allais dire la surjoue, et l'avocate de monsieur surjoue, madame est inquiétante, elle a fait une dépression du postpartum, lui il a sacrifié sa carrière pour s'occuper des enfants, etc. Alors, actuellement, pour le résumer un peu, je dirais c'est un couple qui se chamaille
sur des choses qui ne sont pas essentielles. Ils se chamaillent sur qui a fait la lessive, les vêtements des enfants qui ont été oubliés chez le père, le fait du dénigrement réciproque. Bon, la formation préoccupante, ma patiente a calmé le jeu auprès de la psychologue de l'association. Là, donc il y a eu une audience récente dont on n'a pas encore le rendu. Très clairement, il apparaît que monsieur est un bon père. Il s'est occupé pendant le confinement, pendant tout le temps où madame avec son bébé était en dépression du postpartum, il s'est très bien occupé de son fils et il continue à bien s'occuper des enfants. Un peu plus du garçon avec qui il a plus de liens, mais un peu moins avec sa fille. Madame est très clairement toujours très anxieuse, mais elle a compris qu'elle voudrait se rapprocher du père. Elle a toujours peur de la résidence partagée qui va venir peut-être un jour, mais en même temps, elle se rend compte qu'elle est un peu débordée par son anxiété et que donc elle a envie de se rapprocher, mais elle est très ambivalente. Elle dit oui, mais si je me rapproche trop, l'enfant voudra. Par exemple, la dernière séance que j'ai eue avec elle, elle me dit ah bah oui, mais j'ai eu une proposition de logement juste à côté de l'école et on est allé de l'école où était l'enfant avant. Mais on est allé par là et mon fils a voulu aller voir papa. Alors si je me rapproche trop, il voudra toujours être avec son père. Alors je lui dis mais vous pourriez vous mettre les règles, vous pourriez vous entendre avec le père pour essayer de cadrer tout ça. Ce qui s'est passé dans ce cas clinique, au fond, parce qu'on est parti sur un registre de violence, il n'y a pas eu de médiation, parce que quand il y a emprise, la médiation est contre-indiquée. Donc il n'y a pas eu de médiation, et l'avocate de madame a dit, à un moment, peut-être ça aurait pu bouger, et l'avocate de madame a dit « Oh là là, non, il va la manipuler ». C'est vrai un peu, parce qu'elle est très anxieuse. Mais en fait, ils ont chacun des problématiques. Quand on se sépare, je vous l'ai dit, on va pas bien. Moi, je ne connais pas de gens qui se séparent sans problème. Donc là, monsieur surjoue un peu le protecteur et un peu macho. Je ne l'ai pas vu, hein, monsieur, mais de ce que j'en sais, c'est que c'est plutôt un bon père et qu'il fait ce qu'il peut à sa façon. Quant à ma patiente que je connais bien, elle est très clairement toujours très anxieuse. Pour travailler, il faudrait qu'elle puisse travailler sur son histoire à elle, pour comprendre pourquoi elle a une fragilité. Mais elle est tellement dans la problématique de séparation qu'elle n'est pas dans le travail, elle n'est pas encore à ce stade où elle pourrait essayer de comprendre pourquoi elle est si fragile. Parce que si on parle de sa fragilité, elle a l'impression qu'elle va se faire écraser par monsieur. Et donc là, il y aurait un travail intéressant à faire. Et moi, j'irais même plus loin, il y aurait un travail intéressant à faire ensemble pour certaines choses. Alors, eh bien, le conflit autour des enfants, c'est souvent une occasion de travailler ensemble, pour les parents, de travailler sur ces problématiques. Alors, on est très clairement, pour moi, dans cette situation où le système judiciaire est venu attiser les contentieux. Et que, c'est des choses qu'il faut essayer de comprendre. Alors, je vous ai dit, un conflit, pour moi, on n'est pas dans la violence, on est dans un conflit, la juge a très bien... Alors, je trouve que les juges, un certain nombre de juges se sont améliorés, pas tous, mais un certain nombre de juges se sont améliorés pour formuler les choses.
Là, la juge avait dit, je ne sais plus ce qu'elle avait dit conflit exacerbé. On pourrait dire aussi violence réactionnelle, si ce n'est que ça a été simplement de la violence verbale, mais effectivement, quand la police intervient sur ces situations, je pense qu'il ne voit souvent que la situation ponctuelle. Alors, j'avais eu l'occasion, je suis passée une journée dans une gendarmerie, dans une cellule de famille, dans une gendarmerie, et la commandante des gendarmes m'avait dit, quand j'envoie une équipe sur place pour une histoire de violence, une situation de violence de couple, je dis, ne me ramenez pas une photo, je veux un film. C'est-à-dire, je ne veux pas le truc qui s'est passé tout de suite, là, à ce moment-là. Ok, ils se sont engueulés, ils ont claqué des portes, ils ont crié, ils ont cassé éventuellement de la vaisselle. Moi, je veux l'histoire. Comment c'était avant? Qu'est-ce qui se passait avant? Et je crois que dans des situations de violence, il ne faut pas être sur le moment, mais essayer de comprendre comment était le couple avant. Je précise que dans le couple dont je vous parle, là, avant le confinement, ça se passait très bien entre eux. Mais aussi, maintenant, il faut prendre en compte par rapport aux enfants, est-ce que les enfants ont été témoins de la situation ou est-ce que les enfants participent à tout ça? Bon, là, étant donné la situation, les enfants n'ont pas été témoins de tout ça, mais ils ont été impactés de façon indirectement. Alors, ce que l'on craint, pour moi, je fais des distinctions entre un conflit, pour moi c'est normal, même un conflit bruyant, entre la violence réactionnelle. Violence réactionnelle, c'est monsieur n'est pas... Enfin, je cite monsieur parce que c'est plus souvent comme ça, mais précise que ça peut être le contraire, hein, ça peut être madame aussi. Mais donc, le parent n'est pas habituellement violent, mais dans le contexte de séparation, il s'énerve et là, c'est de la violence réactionnelle. Et puis, il y a le contrôle coercitif où il y a ce que moi j'ai appelé le terrorisme intime, parce que la notion de contrôle coercitif est plutôt récente. Et si vous voulez, la prise de conscience des violences s'est faite très progressivement. Donc, pour résumer, autrefois on parlait des femmes battues, ça n'intéressait on ne s'intéressait qu'à l'agression visible parce que c'était plus facile à sanctionner. À partir du moment où on a commencé à parler de violence psychologique, il a fallu du temps pour intégrer cette notion de violence psychologique parce que d'abord c'est très difficile de la limiter parce que ça ne se voit pas forcément. Ensuite, il y a eu la notion d'emprise, dont j'ai parlé dans mon livre « Femmes sous emprise ». La notion d'emprise, c'est-à-dire on a commencé à comprendre que dans certains cas, parce que la vraie question c'est pourquoi elles ne partent pas si c'est si violent, pourquoi on en arrive à des féminicides. Je maintiens qu'on parle beaucoup des féminicides, mais que il faut repérer avant que ça arrive. Il n'y a jamais de violence physique sans qu'il y ait auparavant de la violence psychologique, avec tout ce que ça implique. Et cette violence psychologique, on a commencé à le décrire en parlant du contrôle, du dénigrement, de l'isolement, essentiellement, de la disqualification. Tous ces éléments-là sont des éléments de violence psychologique. Donc, lors du Grenelle sur la violence faite aux femmes, auquel j'ai participé dans 2 groupes de travail, je précise, il y avait 11 groupes de travail. Moi, j'étais dans le groupe emprise et dans le groupe famille. Et lors du Grenelle sur la violence faite aux femmes,
on a commencé à prendre en compte l'emprise. Prendre en compte l'emprise, et en particulier, on a pris en compte le fait que dans certains cas, les femmes sont tellement sous emprise, justement, qu'elles ne peuvent pas se défendre, et on a mis en place un texte qui est peu appliqué, mais qui est quand même important. C'est le harcèlement moral dans le couple qui aboutit à un suicide ou à une tentative de suicide. Ce sont des circonstances aggravantes pour celui qui est l'auteur de ce harcèlement. Effectivement, j'avais mis en avant, pas que moi, mais les avocats aussi l'avaient fait, des situations où un homme malmène tellement sa femme en lui disant tu es tellement moche, tellement conne, tellement débile, tellement que t'es bonne à rien, tu ferais mieux de te balancer par la fenêtre. Et il y a eu effectivement des femmes qui se sont suicidées, épuisées, n'ayant pas d'autre solution. Donc cette notion est une notion importante, mais la difficulté, c'est que l'emprise en soi, c'est pas sanctionnable facilement sur un plan juridique. Parce que qu'est-ce qu'on va, à part pour le suicide forcé, qu'est-ce qu'on va sanctionner chez l'auteur? Alors, est arrivée cette notion de contrôle coercitif. Au fond, la notion de contrôle coercitif, c'est apprendre à repérer le comportement de l'auteur qui va amener une femme, enfin la personne, à se retrouver sous emprise. Alors, au fond, c'est quoi le contrôle coercitif? C'est un auteur, alors je précise, c'est plus souvent des hommes, mais moi j'ai quelques cas d'hommes, j'ai quelques cas où ce sont les hommes qui sont victimes d'une femme qui pratique du contrôle coercitif. On en connaît, sauf que, étant donné qu'il y a, on va dire 85% des cas, ce sont des hommes qui sont les auteurs et pas les femmes, on schématise un peu comme ça. Donc ce sont des hommes qui exercent un pouvoir totalitaire et qui isolent une femme de sa famille, de ses amis, qui contrôlent ses choix, qui contrôle ses décisions, qui attaque son autonomie et qui impose des règles qui sont implicites ou explicites. Au fond, ce sont des personnes qui se retrouvent, au fond, qui perdent petit à petit leur liberté. Liberté de choix. Je voudrais m'habiller comme ça, monsieur n'aime pas, donc je finis par me conformer à ses décisions. Mais au bout d'un moment, la personne qui devient progressivement sous emprise intègre les règles tacites pour le bon fonctionnement de couple. Alors, toute la difficulté, c'est on est dans quelque chose où il n'y a pas une limite précise qui va faire qu'un jour ça en est et un jour ça en est pas. Toute la difficulté, c'est que quand on est en couple, on s'adapte à l'autre, tous. On va pas, je sais pas moi, on sait que tel truc, on va pas donner, en préparant le repas, on va pas faire quelque chose que monsieur n'aime pas. Si monsieur a des blocages sur un truc, on va pas attaquer sa famille, on s'adapte au fond. Mais à quel moment on perd sa liberté? C'est là où je pense qu'il est important que dans les couples, on apprenne à parler de ce qui convient, de ce qui ne convient pas, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, respecter la liberté de l'autre et laisser une place à l'autre. Alors, au fond, moi j'ai toujours dit qu'une violence n'existe que quand elle a été nommée comme violence. Autrefois, on va parler des années 80, quand j'ai commencé à travailler sur les sujets de violences faites aux femmes,
on trouvait normal que les femmes se soumettent à leur conjoint. On trouvait normal que l'homme décide, que l'homme gère l'argent, que l'homme... à l'époque, l'homme était chef de famille. Or, maintenant, autorité parentale conjointe, l'homme n'est plus chef de famille. Il est un demi-chef. Et ben, c'est pas facile, c'est souvent pas facile. Alors, au fond, l'emprise, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse psychique d'une victime face au comportement d'un agresseur. Alors, l'emprise, je voudrais préciser, faire une digression. J'ai le temps, là, je peux... Ouais. Je voudrais faire une digression sur l'emprise. Je suis dans plusieurs groupes de travail sur l'emprise, sur des programmes de recherche sur l'emprise, à la fois sur le registre judiciaire, à la fois sur le registre sur les séparations conflictuelles et pertes de liens, mais je travaille aussi, je suis dans le conseil scientifique de la Miviludes sur l'emprise sectaire. L'emprise, c'est tout ça. Ça concerne les femmes dans un couple, ça concerne la manipulation, on travaille beaucoup avec les manipulations de certains groupes soignants, des thérapies alternatives, etc., où il y a des dérives, avec des dérives sexuelles, etc. Bon, ça c'est d'autres choses. Mais donc l'emprise, au fond, c'est quelque chose qui n'existe que dans une relation. C'est la relation, il y a le comportement d'un abuseur et il y a la réaction de l'abusé. Il y a des comportements d'abuseurs qui n'aboutissent pas forcément à une emprise. L'emprise se met en place parce que l'abuseur va repérer la faille de la personne et va l'utiliser pour se grandir ou pour son pouvoir à lui. Donc, le problème, c'est que quand on est sous emprise, on est persuadé que personne ne vous influence. Parce que si quelqu'un vous dit « j'ai déjà vu ça, je suis sous emprise », eh bien, quand quelqu'un vous dit « je suis sous emprise », c'est que la personne n'est pas sous emprise. C'est qu'elle en est, peut-être elle l'a été et elle en est sortie, ou peut-être qu'elle n'a jamais été sous emprise. Toutes les violences de couple n'aboutissent pas à amener une emprise. Il y a même des situations où, parce que la femme a peur, elle va pouvoir se protéger. Parce qu'il y a des situations où la peur, où une femme n'est pas sous emprise, mais elle a peur. Et elle reste parce qu'elle a peur et qu'elle choisit le bon moment pour partir. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre de l'emprise partout, parce que là, on tente un peu. Par exemple, je vois, puisque je parlais des avocats, je vois des situations où l'avocat, pour qu'il n'y ait pas de médiation, dise « Madame est sous emprise ». Et ça, je pense que c'est abusif parce que ça bloque certaines situations. Mais on pourra redébattre de tout ça après. Juste quand même, puisque je parle de l'emprise, pour moi, il y a deux sortes d'emprise. Il y a de l'emprise qui est liée à du contrôle coercitif. Ça, j'en ai parlé, mais on pourra développer. Mais il y a aussi de l'emprise qui est liée à une manipulation. Dans les sectes, on voit beaucoup plus de l'emprise qui est liée à une manipulation. Ça, c'est autre chose. Alors, je vais vous prendre un autre cas clinique. Un cas clinique qui est Madame B. Alors, Madame B est venue me voir après avoir vu une conseillère conjugale parce qu'elle avait du mal dans son couple. Et la conseillère conjugale lui a dit « Attention, attention, vous êtes sous emprise ». Alors, c'est un couple, ils étaient ensemble depuis 10 ans et au moment de la séparation, ils avaient 2 enfants, 6 ans et 2 ans et demi, presque 3 ans. Les disputes ont commencé, il y a toujours eu des disputes, mais elle se soumettait, madame.
Les disputes ont augmenté après la naissance du deuxième enfant, une petite fille anxieuse qui dort peu, qui pleure beaucoup. Et le père s'énervait sur la petite fille en disant que c'était des caprices, elle me cassait les pieds, etc. Madame décrit un couple où elle s'est toujours occupée de tout et elle s'est toujours adaptée à lui. Je précise qu'il a 10 ans de plus qu'elle. Monsieur, c'est quelqu'un... alors je précise, je rajoute des choses parce qu'il y a eu une expertise depuis. Monsieur est quelqu'un qui est rigide, qui est narcissique, avec des tendances projectives. Il a eu des parents peu affectueux, indifférents, mais qui étaient... L'un, le père était chef d'entreprise et est décédé, et ils avaient de l'argent. Monsieur avait un enfant d'un couple précédent dont il ne s'est jamais occupé. Monsieur est intolérant à la frustration et a toujours privilégié ses loisirs à lui plutôt que de s'occuper des enfants. Madame est hyper émotive, elle a des troubles alimentaires, elle est anxieuse. Elle a eu des parents qui ont divorcé quand elle avait 9 ans, avec un père qui était indifférent, égoïste, et une mère qui donc l'a élevée, beaucoup de soucis d'argent, beaucoup de disputes, et Madame a toujours eu très peur de l'abandon. Madame a pris la décision de se séparer quand le père s'est énervé d'abord contre sa fille en lui criant dessus et en lui balançant son biberon à la figure en disant « elle fait chier celle-là à brailler tout le temps ». Et il a pris son fils, il s'est énervé contre son fils et l'a bousculé violemment. Il y a eu une forte dispute et donc elle a pris la décision de partir. Je précise qu'il y avait déjà eu une séparation auparavant. Monsieur était parti habiter chez sa mère qui était malade parce que la petite fille pleurait tellement, il en avait ras-le-bol et il était parti vivre un mois chez sa mère et ça avait montré à Madame que les enfants allaient mieux quand le père n'était pas là. Quand je vois Madame, donc elle n'était pas encore partie, mais elle avait annoncé qu'elle allait partir, elle avait déjà fait des démarches. Quand je la vois, elle a des collègues, elle est très entourée, des collègues qui lui avaient trouvé un logement, et le premier jour où je la vois, je vois une femme en état de terreur, avec beaucoup de troubles psychosomatiques, elle avait mal partout, elle avait vu plein de médecins avant qui lui avaient prescrit plein de médicaments pour des douleurs et elle dormait plus, elle mangeait pas, etc. Et en fond, la question qu'elle me posait, c'est j'ai une proposition de logement, est-ce que je peux partir? Et elle avait besoin de mon accord ou de l'accord de tout le monde pour oser partir. Et comme elle avait la proposition d'un logement pas loin près de l'école, etc., il a fallu que moi je l'encourage aussi, alors que ses amis l'avaient encouragé pour partir. Ce qu'elle disait, mais est-ce que c'est moi qui suis folle? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je vais y arriver? Il dit que je suis bonne à rien. Alors elle me décrit que le père ne s'est jamais levé une seule fois la nuit pour s'occuper des enfants, que quand la fille pleurait, il s'énervait sur elle et il hurlait, ce qui faisait que tout le monde pleurait. Et en fait, elle m'a expliqué que comme elle était en état de terreur permanente, elle faisait tout pour qu'il ne s'énerve pas, parce que quand il s'énervait, ça énervait les enfants et c'était le drame. Alors, au moment judiciaire, l'avocate avait posé la question, est-ce que vous voulez aller dans le registre violence ou pas? Et elle a dit à son avocate qu'elle voulait pas aller dans un parcours violence et encore moins violence à enfants. Elle voulait
régler le problème le plus vite possible à l'amiable. Et je pense que là, il y avait un dilemme pour l'avocate, un dilemme pour les gens qui la suivaient, parce que qu'est-ce qui était mieux? Très clairement, madame allait tellement mal à ce moment-là que je pense qu'elle n'était pas en état de se défendre à ce stade-là. Elle n'était pas en état de se défendre pour démontrer comment était monsieur. Je précise que monsieur a un bon niveau socio-culturel, il parle très bien, il est beau, séduisant et très... à ce sujet, je voudrais vous conseiller, je fais des digressions, hein, excusez-moi, je voudrais vous conseiller un livre intéressant qui est un livre d'un sociologue, Marc Joly, qui s'appelle « La perversion narcissique, études sociologiques ». Alors, prenez votre courage à deux mains, il fait 600 et quelques pages, mais c'est intéressant parce que ça montre que cette notion de perversion narcissique correspond à un mode de fonctionnement de certains types d'hommes qui sont d'un bon niveau socio-culturel, qui ne peuvent pas se permettre de cogner leur femme, mais qui peuvent se permettre de l'écraser autrement. Donc, si vous avez le courage, je vous suggère quand même de lire ce livre. Donc la mère, ma patiente, a voulu ne pas le jouer sur le registre violence tout en reconnaissant qu'elle voulait partir, avant tout. Alors, ce que je sais, ce qui a été... Donc, il y a eu un jugement, un premier... les mesures provisoires, où il a été dit... ah oui, ce qui s'est passé, c'est que les enfants ne voulaient pas aller voir leur père à partir du moment. La petite fille se mettait à hurler et balançait des trucs, des phrases il est méchant, je veux pas y aller, etc. Et le petit garçon voulait aller voir son père. Et c'était un petit peu compliqué. Alors, en fait, ce qui a été dit, c'est que ce père n'a pas compris, parce que lui, il n'a pas compris, ma femme et ma famille, c'est à moi, ça m'appartient. Et donc, si elle part, elle me trahit, elle casse la famille, et c'est elle le problème. Et elle, ma patiente, était toujours sous emprise et était persuadée que c'était elle qui cassait la famille et qu'il fallait donc pas attaquer tout ça. Donc, on a pris la décision l'avocate a pris la décision d'essayer de le faire, de demander une séparation qu'on obtiendrait le plus vite possible. Le père donc n'a ni accepté ni compris la séparation, mais il avait quand même dit « si tu divorces, ça sera la guerre ». Alors, il y a eu donc des mesures provisoires et ça, là la justice a cafouillé du début jusqu'à la fin. Il y a eu des mesures provisoires où il devait voir le père un week-end sur deux, mais pas un week-end sur deux, y compris pendant les vacances, sachant que le père n'avait pas envie de s'occuper des enfants pendant trop longtemps. Alors il disait qu'il n'avait pas de logement, pas de travail, hein, je précise, ce qui est classique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les mesures provisoires, il était supposé payer un certain nombre de choses, que lui, il a de l'argent par sa famille, en particulier, il était propriétaire complètement du logement, c'est pour ça qu'elle a dû partir, qui était un logement qu'il avait de sa famille. Et elle travaille, elle a un travail très intéressant, mais elle n'a pas du tout d'argent et pas du tout d'économie parce que monsieur mettait de l'argent de côté et elle, pas du tout, c'est elle qui payait la moitié des choses. Alors monsieur s'est mis à refuser de payer et elle s'est retrouvée très en difficulté.
Et il y a eu une demande d'expertise qui était prévue, mais monsieur n'a pas voulu payer pour l'expertise, donc il a fallu que madame paie à la fois pour elle et pour monsieur. Donc il y a eu une expertise qui a dit... alors la demande du juge, c'était évaluer la capacité des parents par rapport à l'autorité parentale. Est-ce que les parents sont capables de respecter, chacun est capable de respecter les droits de l'autre parent? Est-ce qu'il y a un trouble de la personnalité ou une addiction? Et évaluer la communication dans le couple. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il devait y avoir une autre audience, mais la mère de monsieur est décédée 3 jours avant l'audience, a été reportée. Et au bout de 2 ans et des petites poussières, il n'y a toujours pas de décision. Ça veut dire qu'elle se débrouille comme elle peut. Et là, au fur et à mesure qu'il n'y avait pas de décision, la tension est montée au fur et à mesure. Monsieur faisait des histoires, j'ai droit à mes enfants. Je veux voir mes enfants, mais venait les chercher où il disait je viens les chercher, il y avait une décision qui disait il doit les prendre à, je sais pas, 10 heures. Eh bien, il n'arrivait pas à 10 heures, mais quand il pouvait. Les enfants avaient des activités extrascolaires, eh bien, ils ne pouvaient pas y aller parce que monsieur a dit il n'est pas question que je dérange mon organisation pour m'occuper, pour les emmener l'un à jouer au tennis et l'autre à je ne sais pas quoi, à un goûter d'anniversaire, non pas question. Voilà. Et la tension est montée progressivement et actuellement, j'ai bien dit, la petite fille n'a pas envie d'aller voir son père, fait des crises. Lui, il considère que la petite fille est folle comme sa mère. Donc moi, j'ai suggéré, si les enfants ne veulent pas aller voir le père, eh bien, vous allez le signaler au commissariat, faire une main courante pour dire les enfants ne veulent pas, et voilà. Donc on attend le jugement. Alors, sauf que lui, il porte plainte en disant que la mère empêche les enfants de voir leur père. Alors, il y a des plaintes croisées, évidemment. Alors, parlons des enfants. Parlons des enfants maintenant. Moi, ce que je peux dire, c'est que, quel que soit leur âge, les enfants sont de plus en plus impliqués dans les séparations. Et une des raisons, c'est que dès qu'ils ont l'âge de raison, eh bien, c'est qu'ils peuvent être entendus par le juge. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent repris par les parents. Tu diras au juge que, le juge va penser que... Or, actuellement, moi, il y a une chose qui est très claire, c'est que ce ne sont pas les séparations parentales qui ont un impact négatif sur les enfants, mais c'est l'importance et la gravité des conflits qui peuvent avoir des conséquences sur les enfants, à plus forte raison s'il y a instrumentalisation des enfants. Les violences ont des répercussions. Alors, en l'an 2000 déjà, on avait fait un rapport, j'avais participé au rapport Henrion, et on disait qu'un enfant qui est témoin de violence est un enfant qui est victime de violence. Maintenant on le dit, mais ce n'est pas suffisamment pris en compte. Les enfants qui assistent à des violences, bien sûr, mais quand il y a une ambiance de violence à la maison, quand il y a des insultes réciproques au moment des passages de bras, quand il y a du contrôle coercitif qui se poursuit après la séparation, très clairement, on est dans quelque chose qui a un impact négatif sur les enfants. Très clairement, tous les enfants, quel que soit leur âge, et même des adultes, des enfants déjà grands,
tous les enfants voudraient rester neutres dans les conflits. Mais toujours, tous, même quand il y a des violences graves, les enfants ne voudraient rester neutres. Et on parle un peu vite de conflit de loyauté. Alors qu'est-ce que c'est un conflit de loyauté? Moi je pense que c'est très important de ne pas confondre conflit de loyauté et toutes ces situations où les enfants sont instrumentalisés par les parents. Conflit de loyauté, ça existe pratiquement dans toute séparation au début, jusqu'à ce que les enfants soient rassurés. C'est quoi un conflit de loyauté? Par exemple, les enfants de la premier cas dont je vous ai raconté, quand les deux parents se sont retrouvés à la fête de l'école, il y avait papa et il y avait maman, et les enfants sont allés, je ne sais plus, avec papa, est-ce que j'ai le droit d'aller faire un câlin à maman si papa est à côté? Ça, c'est un conflit de loyauté. C'est-à-dire jusqu'où je peux montrer que j'aime maman autant que papa. Eh bien, le rôle des parents, le rôle des psys, c'est d'encourager les parents à valoriser le lien à l'autre parent. Par contre, je pense qu'il est important vis-à-vis d'un enfant que l'enfant soit conscient que la violence, ce n'est pas acceptable. Alors, je vous prends un autre cas clinique. J'ai une patiente que j'ai en thérapie qui était plus ou moins en train d'avoir envie d'avoir une aventure à côté et qui un jour a laissé son portable avec des échanges amoureux là en évidence. Son mari a vu ça, a vu qu'elle le trompait et l'a cogné. Et l'a cogné devant les enfants. Donc, la police est venue, il a été mis en garde à vue, il y a eu une ordonnance de protection et les enfants ont été éloignés, il y a eu, chacun a vu un psy, etc. Très clairement, le père a reconnu que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. La mère a nommé que c'était pas acceptable, mais elle a bien précisé, y compris lors du procès pénal, elle a bien précisé, c'est un bon père, ce jour-là, il s'est énervé, il n'aurait pas dû, mais je ne conteste pas du tout que c'est un bon père. Donc alors évidemment il y a eu une ordonnance de protection, il n'a pas pu approcher, mais elle a permis à sa mère, à elle, d'emmener les enfants voir le père, etc. Les liens n'ont pas été coupés. Et ils ont eu une séance, le père a eu une séance avec un psy pour expliquer aux enfants ce que j'ai fait, c'est pas bien, etc. Donc là, je précise, maintenant ils sont séparés et les enfants sont en résidence partagée. Les enfants avaient 6 et 8 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est important que les choses soient nommées, c'est-à-dire les enfants ne doivent pas être instrumentalisés dans la séparation, mais quand il y a de la violence, c'est important de dire, oui, il y a eu de la violence et c'est pas acceptable. Alors, je pense que dans le premier cas que je vous ai raconté, on avait un bon père qui n'a jamais vraiment été violent, même s'il s'est énervé. Là, le cas que je viens de vous dire, c'est un bon père aussi. Le monsieur dont j'ai parlé juste avant, est-ce que d'après vous, est-ce que c'est bien pour les enfants qu'ils voient ce père? Moi, personnellement, sur ce genre de situation, je suggérerais du probatoire. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi, mais sauf que les juges, dans le système, quand on est dans les systèmes judiciaires habituels, c'est pas prévu ça. Par exemple, pourquoi ne pas dire, écoutez, pour le moment, monsieur, vous pouvez voir vos enfants, s'ils le veulent, pour aller faire une activité dans la journée le dimanche.
Et par exemple, aller faire une activité sportive avec vos enfants le dimanche. Et par contre, avec un cadre très précis. Si vous le respectez, si ça se passe bien et si les enfants ont envie, on pourrait étendre un peu plus. Sauf que le système judiciaire n'est pas franchement comme ça. Et que globalement, on va dire, eh ben, vous aurez le droit de voir vos enfants dans un lieu médiatisé, peut-être. Les lieux médiatisés, il y a une liste d'attente en général de 6 mois, voire plus, et c'est très compliqué et c'est pas très... c'est pas idéal pour le lien parent-enfant. Alors, moi, je crois que protéger un enfant, c'est pas maintenir du lien dont on pense qu'il est toxique. Les enfants ont besoin d'être protégés d'une situation qui est une situation inquiétante. Alors, peut-être qu'il faudrait apprendre à repérer les signaux d'alerte. Les signaux d'alerte, ça peut être des signaux d'instrumentalisation des enfants. Alors, justement, on va parler... Alors, je ne vais pas vous parler des conflits sévères de séparation, mais indirectement, je vais vous en parler quand même après, mais on n'aura pas le temps. Il y a encore 10 minutes, voilà, pour qu'on ait une demi-heure. Ah oui, absolument, absolument. Dans les séparations, on peut avoir très fréquemment la tentation d'instrumentaliser l'enfant pour l'éloigner de l'autre parent. Ça peut être parce qu'on a envie de régler des comptes avec son ex, se venger. Alors on va dénigrer, on va émettre des doutes concernant ses capacités parentales. Alors j'entends souvent, il ne s'est jamais occupé des enfants avant, alors maintenant il réclame une résidence partagée. Ça peut être aussi des parents qui ont peur de l'abandon et qui font du chantage affectif. Et ça peut être aussi des parents qui sont dans la toute-puissance, l'enfant m'appartient et j'ai droit à mon enfant. Alors, je vous ai dit, le conflit de loyauté, c'est quand on est dans l'impossibilité de choisir. Mais il y a des cas où un enfant peut prendre des positions extrêmes, une position extrême concernant le choix. Le choix et dire je n'ai plus envie de voir l'autre parent. Alors, je vous ai pris un exemple d'une situation. C'est une mère qui n'a pas vu ses enfants depuis 1 an. Elle a 3 garçons, elle ne les a pas vus depuis 1 an et demi. C'est un couple où monsieur était très dominant, très contrôlant, et madame très fusionnelle avec ses 3 garçons. Et au moment de la séparation, c'est elle qui a voulu se séparer, parce qu'elle en avait marre de cette relation d'un père où elle disait 4 enfants, 3 fils et son mari dont elle devait s'occuper de tout. Il y a eu une séparation et ça a explosé. Alors je précise, elle a une forte personnalité et elle se laisse pas faire. Et il y a eu une séparation où il y a eu, on va dire violence réciproque. Ils se sont injuriés, finalement elle est partie, elle a pris un logement, mais il y a eu beaucoup de conflits véhéments et lors d'une dispute devant les enfants, les garçons se sont battus, les enfants, et elle a voulu les séparer et elle a donné une claque à son fils aîné. À la suite de ça, les garçons ont décidé qu'ils ne voulaient plus voir leur mère. Ils sont allés voir leur père et le père a porté plainte pour violence à enfant. Il y a eu alors je précise que lors de la séparation, le JAF avait mis résidence partagée et là il y a eu un juge des enfants qui a confié les enfants au père. Et là, le père a dit, la mère est dangereuse, elle ne verra plus ses enfants. Alors, je vous ai apporté
le rendu que j'ai là, qui montre bien. Alors, il y a eu des tas de procédures, mais alors des tas de procédures dans tous les sens. Voilà. Donc, pour le faire bref, après une expertise, après plein de choses, et il a été reconnu que madame a reconnu la violence. Oui, j'ai donné une claque à mon fils, mais bon, il a été reconnu aussi que jusqu'à la séparation, madame était une mère parfaite. Alors, la Cour a pris une décision pour maintenir la résidence des enfants chez le père, et avec un droit de visite qu'ils essaient d'adapter pour les garçons. Donc ils se fondent, pour prendre cette décision, ils se fondent sur des scènes de violence physique et verbale sur les enfants en lien avec les difficultés de la période de séparation. Et je pense que les juges là résument bien les choses. Les mineurs ont été fortement choqués par la violence de leur mère, ne comprenant pas ses réactions soudaines, en contraste avec la mère gentille et bienveillante décrite auparavant. La situation d'insécurité psycho-affective dans laquelle les mineurs sont placés en raison du maintien de mort de garde, etc., ont exposé les enfants à un environnement potentiellement violent, en plaçant les enfants au centre du conflit parental. Les mineurs ayant conscience d'être un enjeu majeur dans le divorce de leurs parents, ce qui amène un état de souffrance et de mal-être des enfants face aux multiples procédures civiles et pénales. Donc, alors là, il parle de conflit de loyauté entre les parents. Donc, en fait, il reparle conflit parental entretenu par les deux parents qui en partagent la responsabilité au détriment de leurs enfants. Alors, le placement chez le père, c'est une façon d'apaiser les choses. Et les juges préconisent une reprise de lien progressivement avec la mère. Et donc, ça date d'il y a 2 jours. Et avec la mère, on a convenu qu'on allait travailler comment je fais, qu'est-ce que je dis avec mes enfants, parce que les enfants ne veulent plus la voir du tout en disant qu'elle est violente. Alors, est-ce qu'on est là dans un registre d'aliénation parentale ou pas? Les enfants ont maintenu notre mère est violente et on ne veut plus la voir. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut toujours nuancer. Les enfants, je précise, l'un est un ado, mais quand il y a plusieurs enfants, l'aîné en général est leader pour savoir comment les enfants vont réagir, et le plus jeune qui aimerait bien continuer à voir maman fait comme les deux autres. Je crois que moi personnellement, je garde la notion d'aliénation parentale, j'utilise le terme, mais je le garde je le maintiens pour des situations où il y a une rupture complète de lien ou une radicalisation de l'enfant face à une situation. Radicalisation, c'est-à-dire on a des enfants qui reprennent le discours de l'autre parent, qui reprennent mot à mot le discours de l'autre parent, qui connaissent le dossier judiciaire par cœur, et qui sont d'une violence terrible vis-à-vis d'un parent. Ce que je vois, c'est que quand l'aliénation... Alors d'abord, il y a des enfants qui s'auto-aliènent et qui prennent parti dans les histoires dans des histoires de conflits sévères, de séparation, qui prennent parti, par exemple quand il y a eu violence, qui prennent parti pour la mère ou qui prennent parti pour le père. Et ça d'eux-mêmes, ça arrive. Mais ce que je vois surtout, c'est que quand c'est le père qui est aliénant, c'est très souvent
un père qui était dans le registre du contrôle coercitif. C'est-à-dire, mes enfants m'appartiennent, eh bien, mes enfants maintenant, puisque la mère m'a quitté, alors c'est souvent les pères qui disaient, si tu me quittes, tu n'auras pas les enfants. Et ils s'arrangent pour monter les enfants réellement contre la mère. Et ça peut marcher. Quand ce sont des mères qui sont aliénantes, dans mon expérience clinique, ce sont beaucoup plus souvent des mères qui ont été traumatisées dans une histoire passée, souvent un abus sexuel, parfois un abus, une violence dans l'enfance. Ce sont des mères qui sont fragilisées et qui peuvent inventer. Quand je dis inventer, je devrais faire attention aux termes que j'utilise parce que je pense que c'est inconscient. C'est rarement, sauf dans le cas des pères. On est dans chez nous, hein, c'est ce que vous cherchez. Quand ce sont les pères qui sont dans le contrôle coercitif, ou des mères, mais c'est plus souvent des pères, dans le contrôle coercitif, c'est délibéré. C'est-à-dire, puisqu'elle a fait ça, puisqu'elle m'a quitté, puisqu'elle a cassé la famille, eh ben, elle va voir ce qu'elle va voir. Quand ce sont les mères, très souvent, elles rejouent quelque chose de leur propre histoire et elles manifestent leur peur vis-à-vis, elles projettent leur peur sur l'enfant. Et ça, j'ai un certain nombre de cas que j'ai pu suivre, dont des histoires qui se sont plutôt bien arrangées quand il s'est bien pris en charge. Alors, pourquoi j'utilise le terme, et après je m'arrête, pourquoi j'utilise quand même le terme aliénation? Parce que quand on parle pour ne pas parler d'aliénation parentale, quand on parle de conflit de loyauté, on entraîne une confusion entre ce qui est normal dans une séparation et ce qui est complètement un dysfonctionnement grave dans cette séparation. Donc je pense que moi, personnellement, je continue à utiliser le terme aliénation, ne serait-ce que parce qu'au niveau de la recherche internationale, le terme est utilisé. Je précise qu'il y a des pays qui ont des lois contre l'aliénation parentale. Le Brésil, par exemple, a une loi contre l'aliénation parentale. Il y a des pays européens qui ont des lois contre l'aliénation parentale. Il y a des pays comme le Québec, où c'est pris en compte, de façon nuancée, mais c'est pris en compte, etc. Il y a des recherches là-dessus, donc ça me paraît intéressant de garder le terme. Et ça me paraît donc intéressant aussi de faire cette distinction entre des enfants qui sont un peu piégés, mais qui font comme ils peuvent. Généralement, les enfants louvoient bien, mais il y a un moment où il peut y avoir une espèce de cimentation, c'est-à-dire la situation se fige. Je ne veux plus voir papa ou je ne veux plus voir maman parce qu'il est fou, parce qu'elle est folle ou parce qu'elle est violente. Là, en l'occurrence, cette femme, les jugements ont bien montré, toutes les expertises ont montré, elle a été violente une fois. C'est une femme un peu comme ça, hein, qui ne se laisse pas faire, et elle a séparé ses garçons en cognant sur un. Elle lui a donné une bonne baffe en disant arrêtez, en leur hurlant dessus ou je sais pas quoi. Elle a eu le tort de les mettre, de les prendre à partie en disant votre père vous a dit que, etc. Ça, il faudrait jamais, il faudrait botter en touche et dire ok, ça nous regarde, on verra ça avec nos avocats, avec le juge, mais vous n'avez pas à prendre parti là-dessus. Bon, elle n'a pas su faire. Ce que je veux dire dans tous les cas que je vois, c'est que les parents font comme ils peuvent et que la plupart du temps ils essaient de faire pour le mieux, mais qu'ils peuvent déraper. Et nous, en tant que thérapeutes, notre rôle est de les aider à faire ce chemin pour apaiser les choses, trouver des solutions,
Et surtout, on ne doit pas mettre, nous en tant que thérapeute, on ne doit pas mettre de l'huile sur le feu. Et on doit permettre, alors effectivement les juges, les avocats font pas toujours ça, donc il y a un vrai travail et c'est à ça à une réflexion que je vous invite. Pardonnez-moi pour avoir été un peu longue. Bonjour, Constance de P41, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai récemment quitté le barreau des Hauts-de-Seine et j'ai exercé en tant qu'avocate pendant 8 ans en droit pénal. Vous avez mis des mots sur vraiment un malaise que je ressentais d'année en année. Vous êtes venu vraiment avec beaucoup de justesse, beaucoup de distance, m'éclairer en tout cas des endroits où c'était très brumeux. Et ça m'appelait cette réflexion, ce questionnement, parce que j'ai encore des amis avocats, pas plus tard qu'avant-hier, une amie avocate qui me parlait exactement de ce genre de situation. Et voilà, je me demande comment aider les avocats justement à trouver le plus de justesse. Ça ne sera jamais parfait, mais en tout cas à un endroit, parce que ça m'évoque aussi beaucoup de la peur pour l'avocat quand il reçoit un client, de passer à côté aussi de quelque chose de grave. Donc beaucoup de responsabilités, responsabilités professionnelles, etc. Et notamment, vous n'en avez pas parlé, mais dans le cas de violences sexuelles, d'inceste qui est dénoncé dans le cadre de conflits familiaux où les termes d'instrumentalisation sont utilisés, on ne sait même plus s'y retrouver. Et pour les avocats aussi, alors j'entends tout à fait ce que vous dites, ou par moment, il y a un aspect où les avocats veulent gagner sont concentrés dans un objectif, mais si je dois aussi un peu nuancer à cet endroit-là pour les avocats, c'est qu'eux aussi ont du mal dans tout ce contexte à trouver et avoir des points de repère pour trouver plus de nuances. Oui, j'ai effectivement pas parlé des violences sexuelles ou des suspicions de violences sexuelles, j'en ai pas parlé. Moi, je crois que le problème, c'est qu'on est très souvent, si vous voulez, c'est un peu comme si on ne prend conscience des violences, je l'ai dit un peu, au fur et à mesure qu'elles sont nommées. Et que quand on met l'éclairage sur un type de violence, c'est un peu comme si ça occultait les autres violences. Donc, en fait, il faudrait avoir l'œil sur toutes les violences. Quand il y a un doute concernant une violence sexuelle, il faut porter plainte. Avec constitution de partie civile, il faut réagir, et c'est l'enquête qui doit être rapide, qui doit l'amener. On voit des situations où il y a des doutes qui sont mis, mais rien, il n'y a pas de vraie investigation. Toute suspicion de violence sexuelle devrait il doit y avoir une plainte avec constitution de partie civile, une enquête. Et pas simplement, on va voir un tel, on en parle à droite, à gauche. Donc ça, il faut être intraitable sur ce genre de violence. D'ailleurs, alors, le vrai problème, c'est la lenteur de la justice. Le vrai problème, c'est que si les situations sont réglées, quand les situations se règlent assez vite, finalement, je trouve que les juges se débrouillent pas si mal. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que ça traîne, les choses s'enveniment. Alors, pour en venir au premier cas que je vous ai raconté, je ne mets pas en doute du tout la prudence de l'avocate et de la psychologue en question. Je pense que la jeune psychologue a eu très peur. Elle a vu arriver une femme très anxieuse
peut-être elle avait pas ça aide quand même l'expérience clinique, hein, quand on a beaucoup vu d'histoires, peut-être on repère un peu plus vite la gravité. La jeune psychologue a eu peur de passer à côté d'une vraie situation de violence parce que ma patiente le décrivait d'une façon dramatique. Donc je comprends sa position. Et les avocats, alors ça c'est un truc que je pense que c'est intéressant de discuter avec des avocats parce que l'avocate de cette première patiente disait quand on a démarré dans le registre violence, on ne peut pas changer de registre. Il se trouve que je vais faire prochainement une intervention un peu dans le registre de celle d'aujourd'hui. Je vais le faire dans une dizaine de jours auprès du barreau à l'ordre des avocats. Pour plein d'avocats, pour la formation des jeunes avocats. Et ça, c'est les discussions qu'on va avoir. Alors, je vais travailler justement avec une avocate qui connaît bien les sujets des violences faites aux femmes, et donc je pense que c'est intéressant de discuter de tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que, je l'ai dit en introduction, notre société évolue, et évolue très vite. Et les positions, la notion de contrôle coercitif, par exemple, c'est relativement récent, en France en tous les cas, et tout le monde n'est pas formé suffisamment. Et je pense qu'il faut former tout le monde, les thérapeutes, les avocats, les magistrats. J'ai vu une évolution auprès des magistrats, mais pas tous. Parce que je précise, un JAF n'est pas formé, un JAF se débrouille comme il peut en fonction de ses pôles d'intérêt, alors que les juges d'enfants sont formés. Alors avec la création des pôles vifs, violence intrafamiliale, on se rend compte que tout ça c'est lié, que si on ne peut pas protéger les mères, si on protège les mères, ça protège les enfants, etc. Il faut une vigilance par rapport à la violence sexuelle, qui singulièrement en France était passée un peu inaperçue pendant longtemps. Mais tout ça c'est pas incompatible. On peut... je veux dire, il faut remettre de la nuance dans tout ça. Deux autres questions. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'impact psychique des enfants qui vivent, justement, qui sont aliénés, et peut-être l'impact psychique sur le parent qui vit cette aliénation aussi Alors, donc, je pars du principe que l'aliénation, ça existe. Au fond, les enfants sont, on va dire, quand les parents se manipulent, ou il y a un qui manipule plus que l'autre, mais enfin, quand il y a un conflit sévère entre les parents, les enfants sont déjà, au départ, pris dans un conflit de loyauté. Et que ce conflit de loyauté, normalement, je l'ai dit, se résout parce qu'on explique, mais si tu as le droit d'aller voir papa, tu sais, papa, il est gentil, ou maman, etc. Ça, c'est le rôle des deux parents. Mais quelquefois, c'est tellement douloureux que l'enfant, à un certain moment, se clive complètement. Il fixe son choix sur un des parents. La plupart du temps, de mon expérience, il se met du côté du parent qui est le plus insécurisant. C'est-à-dire, si par exemple, si je ne suis pas d'accord avec papa, papa ne voudra plus me voir. Ça, c'est quelque chose qui existe. Papa ne voudra plus me voir. Et donc, je sais que l'amour de maman, je ne vais jamais le perdre. Alors, je me mets à fond du côté de papa et je prends sa défense. Ça peut être un autre cas où un enfant sent que maman est tellement fragile que maman pourrait se déprimer et éventuellement se suicider. Parce qu'elle peut l'avoir dit, j'ai plus de raison de vivre si je ne suis pas avec mes enfants, des choses comme ça. Et donc l'enfant peut se mettre à fond du côté de maman, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, cet enfant se radicalise d'une position, il perd toute nuance,
et il n'entend plus rien de la nuance qui pourrait être apportée. C'est-à-dire, le parent, il y a un parent qui est un parent complètement mauvais, et l'autre parent qui est complètement parfait, il a raison, et on ne veut plus avoir du tout de lien avec ce parent que l'on rejette. Alors, ce clivage, au fond, c'est un peu comme si tous les mauvais souvenirs étaient d'un côté, et on reconstruit. Il y a la partie douloureuse qui est dans un coin. Par exemple, si je vois maman, je sais que papa, je vous prends un exemple, le premier cas que j'avais eu, c'était une femme qui avait vécu de la violence dramatique, physique et psychologique de la part du conjoint et devant les enfants. Et ses filles ne voulaient plus la voir et le garçon continuait à la voir. Et à chaque fois qu'il voyait sa mère, ça lui rappelait la souffrance qu'il avait quand les parents... C'est du stress post-traumatique extrême, on va dire. Ça lui rappelait la souffrance qu'il avait quand il voyait ses parents se disputer ou se battre. Et à ce moment-là, c'est tellement douloureux qu'il fallait ne plus voir maman pour ne plus avoir cette souffrance-là. Et ce garçon qui était obligé de voir sa mère, de déjeuner avec elle une fois par mois, quand il allait là-bas, la voir, il ne la regardait pas et il téléphonait à son père, ce qui était absolument épouvantable pour la mère. Je précise que ça c'était il y a 20 et quelques années, que j'ai des nouvelles de cette femme. Elle n'a plus revu ses 3 enfants. Elle sait qu'elle est grand-mère par la famille du père. Le père à ce moment-là a coupé avec tout. Il a emmené les enfants ailleurs. On se demande pourquoi la justice n'est pas intervenue. Il a emmené les enfants ailleurs. Il a coupé avec... Alors, le père aliénant, à l'occurrence c'était un père contrôle coercitif plus violence physique. Et il a coupé évidemment avec la famille de madame, avec la famille de madame, les enfants aussi. Mais aussi lui, il a aussi coupé avec sa propre famille. Et donc, si elle a des nouvelles, c'est par des biais. Donc, une fois que c'est à ce stade-là, très clairement, il est exceptionnel que qu'il y ait un rapprochement qui se fasse. J'ai vu des rapprochements, mais les rapprochements se font. Très souvent, les enfants vont à l'autre bout du monde pour reconstruire leur vie, loin de papa et de maman. Et j'ai vu quelques rapprochements, mais à l'âge adulte, quand eux-mêmes envisagent de faire des enfants, parfois, ça se fait. Alors, pourquoi c'est grave ? Parce que ça crée des enfants qui n'ont aucune nuance, aucune ambivalence. Ils sont radicalisés. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il y a à Strasbourg un centre de recherche sur la radicalisation qui met sur le même plan la radicalisation islamique, la radicalisation sectaire et l'aliénation parentale. Ils font des travaux très intéressants. Sauf qu'on est un peu, pour travailler un peu plus, on est un peu piégé parce que dans certaines positions féministes extrêmes considèrent que si on utilise le terme aliénation parentale, on met des enfants en danger. Mais si on met des enfants en danger, d'après cette position, c'est parce que ça viendrait occulter des violences sur enfants et en particulier les violences sexuelles. Actuellement, nous sommes en train de lancer, j'ai un projet, on saura prochainement si ça marche, un projet de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales avec un questionnaire qu'on ferait passer à des parents, à des
professionnels qui sont dans ces situations, qui connaissent ces situations, parce qu'il me semble qu'actuellement, avec le changement de la société, il y a à peu près autant de mères aliénées que de pères aliénés. Si ce n'est que les pères en parlent moins, c'est généralement quand ils sont en couple avec une nouvelle compagne, que la compagne les incite à mais te laisse pas faire, c'est pas normal que tu vois pas tes enfants, etc. Donc c'est un peu en train de changer. Moi, ma position est toujours dans une position un peu nuancée, à savoir que utiliser le terme aliénation parentale devant des gens qui ne veulent pas l'entendre, ça ne sert à rien. De la même façon, forcer un enfant à aller voir des parents quand il n'a pas envie de les voir, quand il dit qu'il ne veut pas les voir absolument, ça ne sert à rien. Mais remettre du lien, essayer de faire en sorte... Alors il y a des expériences qui sont faites dans d'autres pays, où par exemple... on amène des enfants qui ne veulent pas voir un parent, on l'emmène faire des activités avec le parent en question. Ça marche très bien. Je sais pas, atelier cuisine avec maman que je ne veux plus voir et avec qui je ne veux pas parler. Ben, on ne parle pas des sujets qui fâchent. Parce que même longtemps après, les enfants qui ont vécu ce genre de situation ne veulent pas parler de la situation. C'est-à-dire, des enfants qui sont sortis de cette situation où tout s'est arrangé, même 10 ans après, ne veulent pas en parler. Disons non, on parle d'autre chose. Je ne veux pas savoir. Quand je dis que les enfants ne veulent pas prendre parti, c'est ça. Et c'est bien. Par contre, il faut qu'au niveau des interventions, on repère le moment où ça dysfonctionne grave et il faudrait mettre en place très vite. Moi, je plaide pour qu'on repère très tôt les situations à risque pour qu'elles soient suivies. Alors, je précise que les parents aliénants, généralement, ne veulent pas que l'enfant voie un psy. Ah, surtout pas, parce qu'il va leur mettre des idées dans la tête, le psy. Et il va peut-être les amener à dire, tu sais, on a le droit d'aimer papa, on a le droit d'aimer maman. Et ça n'a pas changé. Quand un parent ne veut pas, c'est plus souvent les pères, ne veut pas que l'enfant voie un psy, eh ben, l'enfant ne peut... Alors, il y a des psys qui s'autorisent de déroger à ça, mais... les psys, je précise que quand un père, je dis ça parce que ça m'est arrivé déjà, me retrouver avec une plainte au Conseil de l'Ordre, parce que quand un père est un peu lui-même, un peu radicalisé lui-même, eh bien il peut considérer que la position du psy qui essaie de dénoncer des violences, et le psy sort de son rôle. Alors on a beau prendre beaucoup de précautions, on peut se retrouver en difficulté. Donc il faut de la nuance. Il faut... alors le problème de ces enfants, moi ce que j'ai vu très souvent, c'est qu'il y a une reproduction intergénérationnelle de ça. C'est-à-dire des enfants qui ont été élevés comme ça risquent fort de reproduire la même chose à la génération d'après avec leurs propres enfants. Autre question. Voilà. Ouais, moi, c'était pas une question, c'était plutôt par rapport au traumatisme des enfants qui ont assisté aux scènes de violence ou de violence psychologique ou physique dans le couple. Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants qui ont entendu, qui ont le son et pas l'image. Et ça crée, il se crée du coup une représentation encore plus violente de ce qui a dû être. Et ça laisse des traces. J'accompagne une petite fille qui reste très très marquée de ça et qui a du mal à se défaire des scènes qu'elle s'est construites, qu'elle a imaginées avec le son qu'elle a entendu. Où elle a cru qu'il l'a tapé alors qu'apparemment il ne la tapait pas. Et du coup, enfin voilà, si j'avais envie de dire ça. Oui, alors effectivement,
c'est le phénomène du stress post-traumatique chez les enfants qui est très particulier. Effectivement, entendre le son et pas l'image. Moi, c'est pour ça que je crois que quand il y a des violences, il faut en parler avec les enfants. C'est pour ça qu'il faut que les enfants voient un psy. Il faut qu'ils aient un lieu neutre pour parler de ce qui s'est passé. Je vous ai pris l'exemple de ce père qui a cogné sa femme, ma patiente, devant les enfants. Les enfants ont pu parler parce que il y a eu une bonne intervention qui s'est bien passée. Les enfants ont pu parler tout de suite de ce qui s'est passé. Le père a pu dire c'est pas normal et on a pu leur expliquer qu'il s'est énervé parce que ceci, parce que cela. D'une façon générale, il faut en parler. Je prends l'exemple de cette femme qui est qui a été victime de contrôle coercitif et les enfants ne veulent plus voir le père. C'est intéressant parce que la petite fille qui n'a même pas 3 ans, elle arrive à dire les choses parce qu'elle est petite, elle a l'excuse, on ne va pas dire elle est manipulée, etc. Enfin, quoi que le père va le dire, mais la petite fille, elle exprime son ressenti. Et le ressenti, il peut être exagéré, mais quand on n'a que 3 ans, les cris, ça fait très peur. Le petit garçon qui commence à réfléchir va pas accuser le père parce qu'il aime quand même son père. C'est toute la problématique de l'attachement. Alors oui, on voit aussi des situations, ça j'en vois un certain nombre, où la séparation s'est faite quand les enfants étaient bébés. Peu de temps après la naissance, j'ai même le cas où la séparation s'est faite au moment de l'enfant était dans le ventre de la mère. Dans ces séparations, il n'y a pas eu l'attachement au père, puisque la mère a élevé l'enfant seul au départ, et le lien au père ne vient que quand il commence à réclamer ses droits sur l'enfant. Alors, quand on est dans ce genre de situation, c'est vrai que l'enfant, il n'est pas attaché à ce parent-là. Alors, dans toutes ces situations, il faut reprendre. Les enfants peuvent associer effectivement, vous parliez du son et pas l'image, mais les enfants peuvent associer des choses qu'on n'imagine pas. C'est pour ça qu'il faut en parler avec eux. Il faut qu'ils aient ce lieu neutre pour parler. Alors je précise, il n'y a pas assez de psy, il n'y a pas... la justice est trop lente, il n'y a pas assez de psy, et c'est vrai que tant que ça ne sera pas automatique, que des enfants puissent voir un psy, même sans... que les enfants puissent voir un psy sans forcément l'accord des 2 parents, moi je crois que... alors là, ça crée une inégalité sociale parce que les lieux, genre CMP, etc., sont très stricts là-dessus, alors que certains psys libéraux peuvent prendre sur eux de recevoir l'enfant même si un des parents n'est pas d'accord. Et ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais... Il reste 5 minutes. Peut-être juste par rapport à ça, vous dire qu'en Suisse, il y a des mises en place de ce qu'on appelle le consensus parental dans certains cantons, qui sont précisément ça. C'est-à-dire qu'à toute séparation, il y a une obligation tierce qui intervient, qui s'appelle la loi, qui paye par ailleurs ces prestations, et on est plusieurs médiateurs assermentés et des thérapeutes en fait à accueillir ces enfants et ces familles. Donc ça commence à exister, peut-être que la France peut s'inspirer. Ça existe en Suisse, ça existe en Belgique, pour le moment pas en France. Si ce n'est que je vois quand même des magistrats qui inventent des choses. Là, je vois dans un cas d'aliénation où de 2 filles, une ado et l'autre un peu plus jeune,
où les filles ne voulaient plus voir leur mère du tout, parce que la grande montait la tête de la plus jeune, parce que, bon, pas passer les détails, eh bien, la juge a inventé un système où les filles vont voir la résidence partagée quand même, mais où elles ne vont pas ensemble voir leur mère, ce qui est compliqué sur le plan de l'organisation, mais ça a complètement apaisé les choses. Il y a des juges qui inventent des solutions, mais il y en a aussi beaucoup qui font... Une dernière question. C'était justement dans votre livre, vous partagez ce qui se passe en Belgique et au Canada notamment. Nous, on est très proche de la Belgique. Est-ce que vous pouvez justement nous éclairer sur ce qu'ils ont mis en place et si à votre connaissance, il y a des choses qui commencent à se faire expérientiellement en France? Alors, en Belgique, il y a une juge, à partir de ce qui s'était fait en Allemagne, une juge, Marie-France Carlier, a mis en place un système où devant toute séparation, il y a d'abord un système qui fait que ça va vite. On fait le tri en gros entre les séparations à l'amiable qui se préparent bien, qui se passent bien, en responsabilisant les parents. Et quand ça se passe pas bien, eh bien, on les accompagne. Alors je précise une chose, c'est qu'en France, un des dysfonctionnements qu'il y a en France, c'est que les non-représentations d'enfants ne sont pas sanctionnées et ne sont même pas, on n'essaie pas de savoir pourquoi. Or, souvent ça pourrait être un signe de dysfonctionnement grave et au fond, ça permettrait de désamorcer quelque chose qui est en train de déraper. Alors, donc, en Belgique, donc avec ce système-là, ils ont prévu tout un tas de niveaux. Alors, je vais vous redire les choses brièvement, mais je vous incite à lire mon livre. Hein. Oui, enfin, bon, je vous incite à aller voir sur le système. Alors, je vais oui, donc il faut... voilà, là j'ai le Québec et le consensus parental a été inventé à Dinan, les parents. Donc, ça a été repris par Marie-France Carlier. Il faut responsabiliser les parents et amener les parents, qui ne veuillent pas, à collaborer ensemble. Donc, elle a fait venir la psychologue de Cochem en Allemagne pour essayer de mettre en place les choses. Et en fait, les avocats sont tenus de préparer les parents à une collaboration. En France, ça commence à venir le fait de faire du droit collaboratif. Ça commence à venir, mais j'allais dire, les avocats sont souvent au contraire, dans le système où il faut prouver, faut défendre son client en quelque sorte pour prouver que l'autre parent pose problème. Donc là, en Belgique, il faut amener les avocats, sous peine de sanction, à aider les parents à collaborer ensemble pour trouver une solution. Quand ils vont chez le juge, ils ont déjà une solution toute prête. S'ils n'ont pas de solution toute prête, la juge les amène préparés en très peu de temps. En quelques semaines après, vous revenez et vous devez avoir une solution. Alors, la solution peut s'améliorer, et c'est ça où je trouve intéressant. C'est pas une solution définitive, c'est qu'on voit comment ça marche, et si ça marche pas suffisamment, on les accompagne pour trouver des solutions. Alors, il y a même des ateliers gratuits ou pas cher, où les parents peuvent apprendre comment on fait quand on est parent avec l'autre parent, etc. Et
Et tout ça, c'est fait. D'abord, ça va très vite. Or, en France, ce qui pose problème, c'est déjà pour avoir une date d'audience, ça prend beaucoup de temps. Et qu'ensuite, les juges sont débordés et pour donner une décision, prendre une décision, ça prend encore plus de temps. Et le deuxième cas dont je vous ai parlé, qui aurait dû être réglé depuis longtemps, on est à 2 ans, presque 2 ans et demi, et il n'y a toujours pas... normalement, le rendu doit être la semaine prochaine. Mais entre-temps, madame a tout financé parce que monsieur ne veut pas payer, donc elle a emprunté de l'argent pour ça. Est-ce que ça va être rétroactif, l'argent qu'elle va toucher? Probablement pas. Est-ce que son dossier, les plaintes qu'il y a eu au commissariat, lui, disant madame ne veut pas me donner les enfants, elle fait obstacle, et elle montrant les choses, est-ce que ça serait un dossier en Belgique, alors peut-être en Suisse aussi, ça serait un dossier qui serait déjà réglé, et les parents seraient sanctionnés. Le fait, par exemple, c'est juste pour vous parce qu'il est déjà. Ouais, suggérer par exemple suggérer qu'on fasse un truc à la carte, par exemple, est-ce que monsieur a le droit, pourrait prendre ses enfants juste pour aller à un match de foot, par exemple, ou je sais pas quoi. Et au lieu de dire c'est le week-end, alors que les enfants ne veulent pas dormir chez le père, aussi parce qu'il n'y a pas de lit chez le père, alors ils dorment par terre, enfin sur un matelas par terre, mais ça n'a pas été prouvé parce qu'il faudrait une expertise, etc. Et ça rallonge. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de changements. Alors je sais qu'il y avait des réflexions qui étaient prévues. Je sais que le garde des Sceaux, mais on a eu des changements de garde des Sceaux, alors je ne sais pas où ça en est, mais il y a vraiment une nécessité de changer tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.